La santé publique a pour rôle aussi d'identifier les grands problèmes de santé rencontrés par une population. Par exemple, dans nos populations de pays riches, on trouve d'abord l'incidence importante, élevée même, des cancers de toutes sortes de localisations, des maladies cardiovasculaires, des AVC, des accidents cardiovasculaires, mais aussi des infarctus du myocarde par exemple, des troubles de la nutrition, sous lesquels on peut bien sûr mettre d'abord les problèmes d'obésité, en rappelant pour autant que les problèmes d'obésité ne sont pas liés qu'à des excès caloriques, mais peuvent être liés aussi à la sédentarité, peuvent être liés aussi au stress. On sait que le stress joue un rôle très important, mais on peut aussi rajouter d'ailleurs les problèmes liés aux perturbateurs endocriniens. On pense aujourd'hui que de nombreux perturbateurs endocriniens sont en mesure d'agir dans la vie intra-utérine ou dans la petite enfance et favoriser à terme des problèmes d'obésité. On a aussi comme grand problème rencontré par nos populations de pays riches des accidents. Alors on peut bien sûr parler des accidents de la route, des accidents aussi domestiques, des accidents du travail par exemple, des maladies transmissibles, on parle beaucoup de grippe par exemple, des troubles mentaux, des troubles psychiatriques très nombreux, une partie importante de la population sera touchée au cours de sa vie par un problème de cet ordre, les infections nosocomiales. Merci, mesdames, messieurs les soignants, de ne pas oublier l'hygiène et de vous laver correctement les mains. 10 000 décès par an, ce n'est quand même pas une paille. Les problèmes de dépendance, des différents types de dépendance, bien sûr au tabac, à l'alcool. On pourrait parler aussi d'addiction à d'autres choses, comme maintenant les jeux vidéo par exemple, le sexe pour certaines personnes aussi, ou encore par exemple des addictions au sucre. Certains experts parlent d'une véritable addiction au sucre et considéreraient que le sucre devrait être classé comme une drogue dure au même titre que l'héroïne ou la cocaïne par exemple. Ça, ce sont ce que pensent certains auteurs, notamment américains. Dans les grands problèmes de santé publique, il faut bien considérer que ça, c'est plutôt ce qu'on observe dans les pays dits riches, dans les pays dits développés, des pays qui sont principalement situés dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, pour beaucoup de pays en voie de développement, les problèmes sont assez différents. Alors, il y a des problèmes, je dirais, anciens de santé publique rencontrés par ces pays en voie de développement, notamment les problèmes des maladies infectieuses, des infections sexuellement transmissibles. On pense bien sûr par exemple au sida, qui a encore un très très lourd impact dans de nombreux pays africains, la faim et les carences nutritionnelles, par exemple. Et ces différents pays sont à la fois touchés par ces problèmes de santé publique qui, je dirais, sont un peu historiques, mais sont de plus en plus rattrapés aussi par des pathologies rencontrées dans les pays riches, dans nos pays développés, et notamment ces pays en voie de développement rencontrent aussi des problèmes de cancer, de maladies cardiovasculaires, par exemple. Le problème de la faim, qui est un problème endémique et assez désastreux dans ces pays en voie de développement, est une véritable catastrophe, une véritable calamité. Plus de 800 millions de personnes aujourd'hui souffrent de la faim dans le monde. Ce sont des chiffres qui sont considérables, c'est près d'1 milliard de personnes sur une population qui avoisine aujourd'hui 7 milliards 500 millions d'habitants. Les enjeux sont considérables autour de la faim dans le monde, puisque notre population mondiale devrait croître encore de 2 voire 3 milliards d'individus d'ici une vingtaine, voire une trentaine d'années. Donc le problème de la faim dans le monde devient un enjeu de santé publique absolument considérable. C'est un enjeu aussi de stabilité géopolitique, par exemple. Les Nations Unies, à travers différents types de programmes, ont évalué qu'il faudrait un budget d'à peu près 40 milliards de dollars pour répondre à ces gigantesques enjeux autour de la faim dans le monde. Autant dire que ce seraient des sommes qui nous paraissent effectivement très élevées, mais qui sont peu de choses à comparer au budget développé il y a quelques 10 ans de ça pratiquement lors de l'effondrement ou des menaces d'effondrement de l'économie mondiale, où nos systèmes économiques et financiers ont pu débloquer en l'espace de quelques jours la somme de 4 000 milliards de dollars pour sauver l'économie, notamment des pays riches, mais aussi pour sauver le système bancaire. Donc on tolère très bien aujourd'hui de ne pas trouver les 40 milliards de dollars pour lutter contre la faim dans le monde, alors qu'on est capable effectivement de développer des sommes qui sont astronomiques, qui sont 100 fois supérieures pour sauver notre économie. C'est une question de priorité et de choix. La santé publique doit aussi identifier des facteurs de risque. Ça, c'est un point très important sur lesquels on peut s'appuyer ensuite pour faire des sensibilisations, des formations, mais aussi bien sûr des actions de santé publique. Les facteurs de risque, ce sont des caractéristiques d'un individu.
Alors certaines choisies, d'autres non choisies. Non choisies, l'âge par exemple, le sexe, les maladies déjà existantes, les caractéristiques génétiques, mais aussi en partie choisies en tout cas, le cadre de vie, ou plus encore choisi, les comportements alimentaires. Et l'ensemble de ces caractéristiques peuvent être associées à la survenue d'une maladie particulière. Ça, c'est ce qu'on appelle un facteur de risque. Donc les facteurs de risque sont à la fois des facteurs maîtrisables et non maîtrisables, et qui sont rattachés à un individu et qui favorisent ou non l'apparition d'une maladie. La santé publique doit aussi identifier des individus, des groupes d'individus particulièrement vulnérables. Il faut protéger les populations les plus vulnérables. Ces populations peuvent être par exemple les personnes âgées. Une épidémie de coronavirus, c'est d'abord pour protéger les populations âgées que des actions doivent être prises. Les personnes handicapées peuvent être aussi touchées par des problèmes de santé caractéristiques ou par aussi l'accessibilité à nos sociétés. On parle beaucoup de l'accès aux personnes à mobilité réduite. Les détenus, qui peuvent pour certains d'entre eux trouver des problèmes de santé, notamment d'ordre psychiatrique. Les chômeurs. Le chômage constitue une perte de liens sociaux bien souvent qui peut conduire à des situations préoccupantes en termes de santé. Les populations migrantes, l'enjeu de nos sociétés aujourd'hui et de demain sera de gérer ces flux migratoires parce que nous allons de plus en plus vers un monde de migration, à la fois liés à des problèmes politiques, des problèmes de guerre, de conflits bien sûr, mais aussi aux évolutions climatiques qui vont complètement bouleverser les environnements dans lesquels vivent aujourd'hui des centaines de millions de personnes. Les adolescents, qui constituent une population particulièrement vulnérable par rapport à des troubles du comportement, des conduites à risque, bien sûr. Les femmes enceintes, qui sont aussi particulièrement sensibles à certains types de pollution, et on en reparlera à l'occasion justement de certaines interventions sur cette fragilité particulière des femmes enceintes. Or, nos sociétés modernes aussi ont malheureusement plus de mal à s'attacher à la santé des populations qui sont les plus défavorisées. Voici un document certes ancien, mais qui reste assez valable malheureusement aujourd'hui. C'est que selon les lieux de résidence de certaines populations ici d'enfants, selon qu'ils sont dans des zones plus, ici des anciennes zones d'éducation prioritaire ou non prioritaire, on se rend compte que les problèmes de suivi et les problèmes dentaires, par exemple de troubles de la vision ou de surcharge pondérale, sont plus élevés dans les populations d'enfants qui vivent dans des quartiers plus en difficulté que des enfants qui vivent dans des quartiers plus aisés. Ça, c'est une réalité que l'OMS dénonçait déjà dans un rapport de 2008, précisant que ceux qui ont le plus de moyens et dont les besoins en soins de santé sont souvent inférieurs, consomment le plus de soins, alors que ceux qui ont le moins de moyens et les plus grands problèmes de santé en consomment le moins. Les dépenses de santé publique consacrées aux services de santé profitent davantage aux riches qu'aux pauvres, que ce soit dans les pays à revenus élevés ou dans ceux dont le revenu est faible. On a un vrai souci aujourd'hui des systèmes de santé qui sont plutôt facilement accessibles aux populations aisées et qui malheureusement perdent un petit peu, je dirais, le contact avec les populations à revenus plus modestes qui sont souvent le plus impactées par des problèmes de santé publique. Un véritable enjeu effectivement de transformation à terme de nos systèmes de santé.